Le Théétète de Platon, dialogue sur la science, suite. Socrate. Conçois donc la chose, excellent Théétète, comme je vais le dire. Tout d'abord, en ce qui concerne la vue, ce que tu appelles couleur blanche n'est pas quelque chose qui existe à part, soit en dehors des yeux, soit dans les yeux, et à laquelle tu puisses assigner un lieu déterminé. Car alors elle serait quelque part à son rang, serait stable et ne serait plus en voie de génération. Alors comment me la représenterai-je ? Suivons le principe que nous avons posé il y a un instant, qu'il n'existe rien qui soit un en soi. Nous reconnaîtrons ainsi que le noir, le blanc ou toute autre couleur quelconque résulte de l'application des yeux à la translation appropriée et que ce que nous disons être telle ou telle couleur n'est ni l'organe appliqué ni l'objet auquel il s'applique, mais un produit intermédiaire propre à chaque individu. Ou bien soutiendrais-tu que toutes les couleurs apparaissent à un chien ou à n'importe quel animal comme elles t'apparaissent à toi ? Non, par Zeus. Et à un autre homme, crois-tu qu'un objet quelconque lui apparaisse tel qu'il t'apparaît à toi ? Es-tu sûr de cela ? N'es-tu pas bien plus près de croire que toi-même tu ne le vois pas pareil parce que tu n'es jamais semblable à toi-même ? Je suis pour ce sentiment plutôt que pour l'autre. Si donc ce à quoi nous nous mesurons, ou ce que nous touchons était grand ou blanc ou chaud, jamais mis en contact avec autre chose, il ne deviendrait autre, s'il ne souffrait lui-même aucun changement. D'un autre côté, si ce qui mesure ou touche était grand ou blanc ou chaud, jamais non plus il ne deviendrait différent quand une autre chose s'en approche et subit quelque modification, si lui-même n'en subit aucune. C'est ainsi qu'à présent, cher ami, nous sommes, si je puis dire, facilement amenés à dire des choses extraordinaires et ridicules, comme dirait Protagoras, et quiconque entreprend de soutenir son opinion. Comment et de quoi veux-tu parler ? Prenons un petit exemple et tu comprendras tout ce que je veux dire. Voici, je suppose, 6 osselets. Si nous en mettons 4 autres à côté, nous dirons que les 6 sont plus nombreux que les 4 et les dépassent de moitié. Si nous en mettons 12, qu'ils sont moins nombreux et n'en sont que la moitié, il n'est pas admissible que l'on parle autrement. L'admettrais-tu, toi ? Moi, non. Et maintenant, si Protagoras en quelque autre te posait cette question, est-il possible, Théétète, qu'une chose devienne plus grande ou plus nombreuse autrement que si elle est augmentée ? Que répondrais-tu ? Si je réponds, Socrate, ce que je pense en ne tenant compte que de la question présente, je dirais que non. Mais si j'ai égard à la question précédente, pour éviter de me contredire, je dirais que oui. Voilà par Héra, mon ami, qui est bien et divinement répondu. Mais si tu réponds oui, tu parleras comme Euripide. Notre langue sera à l'abri de tout reproche, mais notre esprit ne le sera pas. C'est vrai. Si donc nous étions habiles et sages, toi et moi, après avoir approfondi tout ce qui concerne l'esprit, nous pourrions dès lors, en manière de passe-temps, nous éprouver l'un l'autre, lutter entre nous à la manière des sophistes, en choquant réciproquement argument contre argument. Mais n'étant que des hommes ordinaires, nous cherchons avant tout à confronter nos pensées pour voir ce qu'elles valent et voir si nous les trouvons bien d'accord ou si elles ne le sont en aucune manière. C'est, je t'assure, ce que je souhaite. Et moi aussi. Mais s'il en est ainsi, et puisque nous sommes tout à fait de loisir, ne reprendrons-nous pas notre examen tranquillement, sans impatience, pour voir, en nous examinant réellement nous-mêmes, ce que peuvent être ces visions qui sont en nous ? En considérant la première, nous dirons, j'imagine, que jamais rien n'est devenu plus grand ni plus petit, soit en volume, soit en nombre, tant qu'il a été égal à lui-même. N'est-ce pas vrai ? Si. En second lieu, qu'une chose à laquelle on n'ajoute ni ne retranche rien, ne croît ni ne décroît jamais, mais reste toujours égale. Cela est incontestable.
Ne dirons-nous pas aussi en troisième lieu que ce qui n'existait pas auparavant n'a pas pu exister par la suite sans devenir et sans être devenu? Il me le semble. Or, ces trois propositions sur lesquelles nous sommes d'accord se combattent dans notre esprit quand nous parlons des osselets ou quand nous disons que moi, à l'âge où je suis, sans avoir grandi ni subi d'altération contraire, je suis au cours d'une année, à présent plus grand que toi, qui es jeune, et qu'ensuite je serai plus petit, sans qu'on ait rien noté à ma taille, mais parce que la tienne a grandi. Je suis en effet dans la suite ce que je n'étais pas auparavant, bien que je ne le sois pas devenu, car il est impossible d'être devenu sans devenir, et n'ayant rien perdu de mon volume, je ne saurais jamais devenir plus petit. Et nous trouverons des milliers de cas semblables, si nous admettons ceux que j'ai mentionnés. Tu me suis, j'espère, Théétète. Je pense du moins que tu n'es pas neuf en ces matières. Théétète. Par les dieux, Socrate, je suis perdu d'étonnement quand je me demande ce que tout cela peut être, et il arrive qu'à le considérer, je me sens véritablement pris de vertige. Je vois, mon ami, que Théodore n'a pas mal deviné le caractère de ton esprit, car c'est la vraie marque d'un philosophe que le sentiment d'étonnement que tu éprouves. La philosophie, en effet, n'a pas d'autre origine, et celui qui a fait d'Iris la fille de Thomas n'est pas, il me semble, un mauvais généalogiste. Mais comprends-tu déjà pourquoi ces choses sont-elles en conséquence de la doctrine que nous attribuons à Protagoras, ou ne saisis-tu pas encore? Non, pas encore, je crois. Alors, me sauras-tu gré si je t'aide à découvrir la vérité cachée de la pensée d'un homme, ou plutôt d'homme fameux? Comment ne pas t'en savoir gré, un gré infini même? Regarde donc autour de nous, de crainte qu'il n'y ait quelqu'un des non-initiés qui nous écoute. J'entends par là ceux qui pensent que rien n'existe, que ce qu'ils peuvent saisir et serrer dans leurs deux mains, et qui n'admettent au rang des êtres ni les actions, ni les générations, ni tout ce qui est invisible. Ce sont là, Socrate, des gens bien durs et bien rétifs. Ils sont en effet, mon enfant, entièrement étrangers aux muses. Mais il y en a d'autres plus raffinés dont je vais t'exposer les mystères. Leur principe, d'où dépend tout ce que nous avons dit tout à l'heure, est celui-ci. Tout l'univers est en mouvement. Et il n'y a rien en dehors de cela, et il y a deux espèces de mouvements dont chacune est infinie en nombre. L'une d'elles a une force active, l'autre une force passive. De leur union et de leur friction mutuelle naissent des rejetons en nombre infini. Mais par couple jumeau. L'un est l'objet de sensation, l'autre la sensation qui éclot et naît toujours avec l'objet de la sensation. Pour les sensations, nous lui donnons des noms tels que ceux-ci: vision, audition, olfaction, froid et chaud, et aussi plaisir, peine, désir, crainte, etc. Innombrables sont celles qui n'ont pas de nom. Très nombreuses celles qui en ont un. D'un autre côté, la classe des objets sensibles est apparentée à chacune de ces sensations. Des couleurs de toutes sortes le sont à des visions de toutes sortes. De même, les sons le sont aux auditions, et les autres objets sensibles sont liés par la nature aux sensations. Et maintenant, Théétète, quel est pour nous le sens de ce mythe par rapport à ce qui a été dit plus haut? Le conçois-tu? Pas du tout.